bien, j'ai envie de la prendre. Bah attends, je vais te la marchander. Tu l'as fait à combien la statue? J'ai dit 30 000. Oh dis, tu nous vois venir là. Ça vaut 15 000 francs ça. Non, 30 000. 20 000 francs. Non, 30 000. Allez, 27 000 avec le tam-tam. Non, fais-moi 30 000. Bon allez, laisse tomber, fais-lui ses 30 000, c'est un con. À l'aube de la saison 2013-2014, le PSG de Nasser Al-Khelaifi n'a qu'une seule obsession: faire venir à lui toutes les stars possibles et imaginables pour renforcer son 11 de départ, à commencer par la ligne d'attaque. Absorbé par ses désirs de Coupe d'Europe, l'état-major parisien refuse de se contenter de Zlatan Ibrahimovic. Pour épauler le Suédois, le recrutement d'un très grand attaquant est alors envisagé. Un attaquant de classe mondiale, en la personne de l'Uruguayen Edinson Cavani. La venue du Napolitain est accueillie avec beaucoup d'enthousiasme par les supporters de la capitale, un peu moins en revanche par le banc de touche parisien. Car déjà mis en difficulté par les performances de Zlatan, le Français Kevin Gamero comprend qu'il a tout intérêt à se trouver une porte de sortie pour le prochain mercato. Côté parisien, l'équation est simple. Gamero pourra quitter le PSG s'il le souhaite, à une seule condition: qu'il fasse l'objet d'une offre adéquate. Même multimilliardaires, les dirigeants qataris n'ont pas l'intention de brader leurs actifs financiers, même quand il s'agit de s'en débarrasser. Après quelques semaines de négociations, le PSG et le FC Séville finissent alors par trouver un terrain d'entente. Un transfert sec, à hauteur de 7,5 millions d'euros, mais selon des conditions bien particulières. 3 millions cash dans un premier temps, 2,5 millions l'été suivant, puis 2 millions supplémentaires en 2015. Affaire conclue, pour quelque temps seulement. Car à en croire la version avancée par le board espagnol, José María del Nido, le président du FC Séville, aurait été subitement confronté à un changement d'attitude très étrange de la part des dirigeants parisiens, à 24 heures seulement de la signature du contrat de Gamero. Au dernier moment, affirme-t-il, ils nous ont demandé le paiement cash de l'intégralité de la somme. Et ce n'est que l'une des nombreuses péripéties de cette affaire. À chaque fois, un problème succédait à l'autre. Même s'il n'entrera jamais dans les détails mystères de tous ces problèmes de dernière minute, le président sévillan est formel. C'est le pire transfert que j'ai eu à négocier dans ma carrière. Pour l'anecdote, l'Espagnol Monchi, alors directeur sportif de Séville et plutôt expérimenté en matière de négociation, avouera lui-même avoir été totalement dépassé par la situation, au point d'en venir aux larmes, nerveusement épuisé par les exigences de ses homologues parisiens. En coulisses, la thèse qui revient le plus souvent fait état de certaines garanties bancaires de dernière minute, fermement exigées par le PSG, mais qui n'auraient jamais été fournies par le club espagnol. Ce qui aurait dès lors conduit les Parisiens à exiger au dernier moment un paiement cash, histoire de sécuriser la transaction. Une requête qu'auraient donc accepté Monchi et Del Nido, résignés face à l'urgence du mercato. Lors du printemps 2017, le nom de Monchi sera d'ailleurs évoqué pour le poste de directeur sportif du Paris Saint-Germain justement. Mais hasard ou non, et n'ayant peut-être pas totalement oublié l'épisode Gamero, Monchi ne rejoindra pas le club de la capitale cette année-là. Plutôt que Monchi, le PSG misera de toute façon sur le portugais Antero Henrique pour le mercato estival 2017. Dans le milieu, le nom de l'ancien dirigeant parisien restera sans doute éternellement célèbre pour une drôle d'histoire, survenue en Allemagne cette fois-ci. Lors de l'été 2018 en effet, le nom de Jérôme Boateng est évoqué avec insistance côté parisien. Les envies de départ du champion du monde 2014 ne dérangent pas particulièrement le Bayern Munich, qui se dit prêt à négocier si besoin. Un accord est rapidement trouvé avec le PSG, avant que ne soit planifiée une entrevue récapitulative entre Hasan Salihamidzic, le directeur sportif bavarois, et Antero Henrique. Sauf qu'une fois sur place, Salihamidzic apprend avec agacement que son homologue portugais n'est pas encore présent pour la fameuse réunion. Et quand il apprend la raison exacte de cette absence, le dirigeant bosniaque tombe littéralement des nues. Il n'en croit pas ses oreilles. Si Henrique n'a pas pu honorer sa présence, c'est tout simplement parce que sa sieste du jour a été un peu plus longue que prévu. Au-delà du ridicule de la situation,
Nombreux sont ceux qui tentent malgré tout d'y voir un acte prémédité de la part du Portugais, comme s'il voulait lui-même faire avorter le transfert, et ainsi revenir sur sa décision initiale. Quoi qu'il en soit, l'attitude du dirigeant parisien provoquera la colère froide de l'état-major bavarois, qui mettra aussitôt fin à toute forme de négociation future concernant le départ de Boateng vers Paris. Dans un tout autre registre, le transfert hivernal de David Beckham en 2013 a lui aussi marqué les esprits, car avant de marquer l'arrivée d'une star mondiale à Paris et en Ligue 1, la signature de l'Anglais au PSG est surtout vécue à l'époque comme une énorme surprise. Une surprise de dernière minute, survenue le 31 janvier 2013, le tout dernier jour du mercato. Un peu plus tôt d'ailleurs, Carlo Ancelotti, l'entraîneur parisien, déclare lui-même que le mercato est terminé pour son club. Du moins le pense-t-il à cet instant. Car en coulisses, le 29 janvier 2013, la situation bascule brutalement pour Beckham, de manière indirecte, à la faveur de la publication d'un article dans France Football, intitulé le Qatar Gate, en référence à l'attribution suspecte du mondial 2022 au Qatar par la FIFA. Un article qui fait rapidement le tour du monde, et qui place donc l'émir du Qatar en très mauvaise posture. C'est ici que le PSG entre en jeu. En exhibant de leur poche le joker David Beckham, les dirigeants parisiens auraient ainsi reçu l'ordre d'allumer un contre-feu médiatique pour éteindre l'incendie Qatargate le plus vite possible. Une thèse que vient conforter le contrat plutôt atypique dont bénéficie l'ancien joueur du Real lors de sa venue à Paris. Un contrat de 5 mois seulement, avec un salaire intégralement reversé à des œuvres de charité. Le tout pour un joueur âgé de 37 ans à l'époque. Indépendamment de la terrible trahison qu'elle a constituée, la signature de Luis Figo vers le Real Madrid, en provenance du FC Barcelone, demeure sans doute l'une des plus retentissantes de l'histoire du football espagnol. Car en effet, les circonstances exactes du transfert sont celles d'une véritable série Netflix. Une partie de poker grandeur nature, jouée pendant de longues semaines entre l'agent du Portugais et Florentino Pérez. En pleine campagne présidentielle, les socios du Real Madrid ont à choisir entre deux candidats. D'un côté, le président sortant, Lorenzo Sanz, et de l'autre, un jeune outsider multimillionnaire nommé Florentino Pérez. À cette époque, les sondages sont formels. Lorenzo Sanz a toutes les chances de l'emporter, plus encore au lendemain de sa victoire en Ligue des Champions en mai 2000. Mais face à lui, Sanz doit affronter la concurrence et surtout les nombreuses promesses de Florentino Pérez. D'ailleurs, le principal argument de campagne de ce dernier porte un nom, Luis Figo, qui n'est nul autre que le numéro 7 du FC Barcelone. Pour beaucoup, l'opération est irréalisable. Petit 1, jamais le Portugais n'acceptera de trahir la Catalogne. Et petit 2, Pérez n'a pas l'argent nécessaire pour attirer un tel joueur. Mais ce que tout le monde ignore à cet instant, c'est que l'homme d'affaires espagnol a tout prévu en réalité. À l'agent du joueur barcelonais, José Veiga, il propose de conclure un pacte. S'il perd les élections, Figo et son agent recevront plusieurs millions d'euros, offerts par Florentino Pérez en personne. En revanche, s'il remporte les élections, ce dernier fera le nécessaire pour lever la clause libératoire de Figo, soit près de 60 millions d'euros. Et dans ce cas précis, le Portugais n'aura d'autre choix que d'accepter son transfert au Real. Marché conclu. Convaincu que Florentino Pérez n'a pas la moindre chance de l'emporter, José Veiga accepte. D'autant que ce contrat souterrain pourrait lui permettre de renégocier à la hausse le contrat de son client avec Barcelone. Pourtant, le jour J, l'incroyable finit par se produire. Face à la gestion économique désastreuse de Lorenzo Sanz, et contre toute attente, les socios du Real Madrid ont voté en majorité des suffrages en faveur de Florentino Pérez. La démocratie représentative a parlé. Florentino Pérez sera donc le prochain président de la Maison-Blanche. Aussitôt, ce dernier s'empresse de tenir sa promesse, en engageant les démarches nécessaires pour recruter Figo. Le problème, c'est qu'en Catalogne, les supporters barcelonais ne l'entendent pas du tout de cette oreille. Il est hors de question pour eux de voir leur idole porter les couleurs de Madrid. Pas impunément en tout cas. À l'encontre de la fille de Luis Figo,
De nombreuses menaces de mort sont alors adressées par certains supporters catalans, sans même parler des insultes reçues par l'international portugais, à une époque où les réseaux sociaux n'existent même pas encore. Le futur joueur de l'Inter alerte alors immédiatement son agent. Face aux menaces qui pèsent sur sa famille, il ne rejoindra pas Madrid. Du moins aimerait-il ne pas avoir à le faire. Pourtant, les termes du contrat signé avec Florentino Pérez sont très clairs. Si Figo et son agent refusent d'honorer leurs paroles, il leur faudra payer un dédommagement équivalent à 35 millions d'euros. Une somme colossale pour l'époque, qui dépasse alors de très loin la fortune personnelle de Figo. À en croire une autre version des faits, le meneur de jeu portugais se serait également vu proposer une autre solution, à ses frais là encore. Le paiement intégral de tous les abonnements des socios madrilènes pendant 1 an, en échange de l'abrogation du fameux pacte avec Pérez. Une solution humiliante pour un joueur du Barça. Bref, inutile d'insister, Luis Figo n'a pas le choix, si ce n'est celui d'honorer sa parole, en signant pour le Real Madrid dès l'été 2000, comme prévu. En catastrophe, l'ancien joueur du Sporting tentera malgré tout une ultime tentative auprès de sa direction, en priant Johan Gaspar, le tout nouveau président du Barça, de bien vouloir régler les fameux 35 millions d'euros de dédommagement. Une demande qui sera bien évidemment refusée par le dirigeant catalan. L'une des plus grandes frustrations mercato vécues par les supporters du Real Madrid ces dernières années porte un nom, celui de Francesco Totti. À ce jour, le numéro 10 romain constitue l'un des rares fantasmes non assouvis par la Maison-Blanche. En 2004 pourtant, Florentino Pérez se dit prêt à se plier à toutes les exigences de l'attaquant italien. Toutes, à l'exception d'une seule. Le plus gros salaire du vestiaire, qui ne doit appartenir à personne d'autre que Raúl González. Une exception qui est non négociable pour le Real. Dans la foulée, un accord est alors trouvé entre Totti et Madrid. Sûr de son coup, Pérez va même jusqu'à faire parvenir jusque chez l'Italien un maillot du Real floqué à son nom, et du numéro 10. Mais au moment de boucler sa signature, l'Italien se rend à l'évidence. Les globules rouges qui coulent dans ses veines sont celles d'un citoyen de l'AS Rome, et d'aucun autre club. Trahir sa famille, ses amis et ses propres supporters est au-dessus de ses forces. Pour l'anecdote, quelques années plus tard, à l'issue d'un match de Ligue des Champions entre l'AS Rome justement et le Real Madrid, Florentino Pérez en personne ira réclamer le maillot du numéro 10 italien, en exigeant de sa part une signature plutôt originale, avec la mention suivante. Le seul joueur qui a dit non au Real Madrid. Ceci étant, même un club aussi puissant que le Real n'est pas à l'abri de certaines erreurs d'appréciation en interne. Lors de l'année 2016 par exemple, le jeune Uruguayen Federico Valverde tape immédiatement dans l'œil des recruteurs espagnols. Mais dans la mesure où Wenger et Arsenal sont également sur le coup, la Maison-Blanche doit faire vite. Alors pour accélérer la transaction, il se dépêche de faire passer à Valverde une batterie de tests médicaux et physiques, dans l'optique d'une éventuelle signature. Pourtant, le verdict des médecins madrilènes est sans appel. D'après eux, cette signature est inconcevable. Car aussi incroyable que cela puisse paraître, les résultats de leurs patients sont proprement catastrophiques, dignes d'un individu qui souffre de malnutrition, beaucoup trop maigre à leurs yeux pour supporter les exigences du très haut niveau. Le jour des examens, ce sont surtout les jambes de l'Uruguayen, très grandes, mais également très fines, qui inquiètent les médecins du club madrilène. Fort heureusement, les dirigeants du Real préféreront finalement ne pas prendre en compte les avertissements de leur staff médical, convaincus de recruter avec Fede Valverde un futur joueur de classe mondiale. S'agissant du FC Barcelone, les anecdotes de transfert ne manquent pas là non plus. D'ailleurs, l'une d'entre elles concerne un certain Zinedine Zidane. Quand en 1992, le natif de la Castellane évolue sous les couleurs de l'AS Cannes, il n'est rien d'autre qu'un jeune joueur en devenir, anonyme aux yeux de l'Europe. De l'Europe certes, mais pas de Johan Cruyff. À l'entraîneur néerlandais du FC Barcelone, Luis Fernandez vante à plusieurs reprises les incroyables qualités techniques du jeune Zidane, de quoi susciter la curiosité de Cruyff, qui décide alors de suivre avec attention la carrière de ce jeune meneur de jeu. Jusque 1996,
et la fameuse épopée européenne des Girondins de Bordeaux, durant laquelle le talent de l'ancien Cannois explose à la figure de l'Europe tout entière. Aucun doute pour Cruyff. Zidane va bientôt faire partie de la race des très grands. Un accord est alors vite trouvé entre les deux parties. Si tout se passe bien, dès le mois de juin prochain, le numéro 7 bordelais portera les couleurs du Barça. Le problème, c'est qu'à l'aube du mois de juin 96, Johan Cruyff est subitement licencié de son poste d'entraîneur. Fatalement, la signature de Zidane est elle aussi remise en cause. Adieu Barcelone, direction la Serie A finalement, et la Juventus de Didier Deschamps, in extremis. Avant de devenir 2 décennies plus tard, l'un des personnages les plus importants de l'histoire du Real Madrid. Plus au nord de l'Espagne, en première ligue cette fois-ci, les histoires drôles sont légion en Angleterre, même quand il s'agit de transferts à plusieurs dizaines de millions d'euros. En plein mercato hivernal 2008, l'ancien Auxerrois Benjani s'apprête à quitter Portsmouth pour signer en faveur de Manchester City. La signature est prévue le 31 janvier, en début de soirée, avant minuit, obligatoirement, car passé minuit, le marché des transferts sera officiellement fermé. L'avion du joueur est prévu pour 19h. Sauf qu'une fois arrivé à l'aéroport, Benjani peine à résister à l'envie de s'assoupir. Mais quand il se réveille, l'attaquant zimbabwéen constate avec stupeur qu'il a raté son avion. Il lui sera désormais impossible de rallier Manchester avant minuit. Grâce à un arrangement de dernière minute néanmoins, les dirigeants Citizen parviendront à faire le forcing auprès de la fédé anglaise, pour valider le transfert quelques jours plus tard. Mais quand elles ne relèvent pas de ce genre de parodie, certaines histoires de transfert auraient sans doute leur place dans quelques bonnes salles de cinéma, dans la catégorie thriller et film à suspense plus précisément. Et en l'occurrence, le transfert d'Andrei Arshavin vers Arsenal correspond exactement à cette définition. Pour l'anecdote, quand Dennis l'acteur, l'agent d'Arshavin, racontera un peu plus tard tous les détails précis de cette histoire à son ami Guy Ritchie, le célèbre réalisateur du film Snatch, ce dernier laissera aussitôt s'échapper la phrase suivante: « On devrait faire un film sur ce transfert ». Tout démarre en 2007, à une époque où Dennis n'est pas encore l'agent d'Andrei Arshavin. Il n'a même strictement rien à voir avec le talentueux numéro 10 du Zénith Saint-Pétersbourg. Pourtant, un beau jour, il reçoit un appel inconnu sur son téléphone portable. Au bout du fil, un mystérieux individu s'adresse à lui avec un très fort accent russe. Celui-ci prétend être mandaté par un personnage très influent dans le milieu des affaires russes, et lui annonce alors qu'il risque d'avoir besoin de lui dans le cadre d'un éventuel transfert d'Arshavin. Quelque temps plus tard, Dennis reçoit un autre appel masqué. Au fil de la discussion, il se rend compte que le mystérieux individu avec qui il converse est au courant de tous ses déplacements à travers le monde. Ainsi, alors qu'il est à Moscou pour une fête d'anniversaire, il est physiquement abordé par un inconnu, qui l'interpelle en ces termes. « Est-ce qu'on peut discuter ? Vous êtes qui au juste ? Mon boss est juste là, et il veut vous parler. » Le boss en question demande alors à Dennis l'acteur d'activer ses réseaux pour précipiter le départ d'Andrei Arshavin. Toujours d'après le boss, le joueur du Zénith veut absolument quitter la Russie pour se frotter à l'adversité des grands championnats européens. Soit, l'acteur n'est pas contre cette mission, mais il n'est pas l'agent d'Andrei Arshavin. Il lui sera impossible de négocier pour le compte d'un joueur qui n'est pas le sien. Peu importe, lui rétorque alors le fameux boss en question. Il n'aura qu'à trouver des clubs intéressés, puis à avertir le véritable agent d'Arshavin pour que le transfert ait lieu. Après quelques jours d'investigation néanmoins, Dennis en est convaincu. Le boss lui a ouvertement menti. Arshavin et son agent n'ont absolument pas l'intention de quitter le Zénith. Il préfère donc abandonner sa mission. Affaire classée pour lui. Quelques mois plus tard pourtant, nouvel appel téléphonique. « Alors, vous avez quelque chose sur Arshavin ? Mais putain, qu'est-ce qui se passe ? J'ai fait plusieurs offres à son agent. Il m'a dit qu'il ne voulait pas partir. » Dans la foulée, Dennis raccroche, avant de voir son téléphone vibrer, une fois de plus. Au bout du fil cette fois-ci, Andrei Arshavin en personne. « Je ne sais pas qui vous êtes, avoue-t-il, mais je vais être bref.
Je veux jouer à l'étranger. Vous pouvez m'aider ?» Denis se voit alors attribuer l'exclusivité des négociations. À partir de cet instant donc, il est officiellement l'agent d'Andrei Arshavin. Quelques coups de téléphone suffisent à lui faire comprendre qu'il vient de s'embarquer dans une sombre histoire. Derrière Arshavin, nombreux sont les hommes d'affaires et autres richissimes oligarques russes plus ou moins louches concernés par ce transfert, de près ou de loin. À commencer par les dirigeants de Gazprom, le sponsor du Zénith Saint-Pétersbourg, pour qui le transfert de leur numéro 10 est inenvisageable. Au fil des semaines, l'agent israélo-russe se retrouve pris au piège, coincé entre diverses pressions politico-mafieuses qui viennent de tous les côtés. Un jour, par exemple, un officier de police débarque dans sa résidence personnelle, à Moscou, et le conduit dans les locaux des services de renseignement russes. Une fois sur place, son téléphone est immédiatement confisqué. Et après 2 heures passées dans une salle complètement vide, un agent russe finit par lui annoncer la couleur. « Denis, on a quelque chose en tête. On veut faire en sorte qu'Andrei Arshavin reste en Russie, tout en précisant par ailleurs que les services de renseignement russes savent absolument tout de lui et de sa famille. » Dans l'autre sens, les pressions s'accentuent là aussi. Denis n'a pas le choix. Il doit absolument exfiltrer Arshavin de la Russie, d'une manière ou d'une autre. Un soir de Coupe d'Europe, par simple hasard, il se retrouve alors assis aux côtés d'Arsène Wenger, en plein stade Vélodrome. L'Olympique de Marseille d'un côté, le Zénith Saint-Pétersbourg de l'autre. Si l'entraîneur d'Arsenal a fait le déplacement, c'est pour observer Samir Nasri au poste de meneur de jeu. Ce soir-là pourtant, Wenger est formel. Le meilleur joueur sur la pelouse se nomme Andrei Arshavin. Peu importe la défaite 3-1 de son équipe. Une occasion en or pour Denis, qui sonde alors immédiatement le coach français pour un éventuel transfert vers Arsenal. Mais quelques mois plus tard, en plein Euro 2008, Wenger change subitement d'avis. Il prévient l'agent du joueur. Compte tenu des performances XXL d'Arshavin avec la sélection russe, les grands clubs vont se l'arracher et son prix va augmenter. Or, Arsenal n'a pas du tout l'intention de casser sa tirelire. D'autant que, côté russe, les dirigeants du Zénith se montrent très gourmands. Une offre de 25 millions d'euros en provenance de Barcelone est d'ailleurs sèchement déclinée par les dirigeants de Saint-Pétersbourg. Pour l'anecdote, Denis apprendra que les dirigeants russes y auraient répondu de manière surréaliste, de la façon suivante. Ok pour 25 millions, mais en échange, on veut Lionel Messi pour 30 millions d'euros. En coulisses, les directives de Gazprom sont claires. Andrei Arshavin ne quittera le territoire russe sous aucun prétexte. Alors pour débloquer la situation, Denis décide de dévoiler à la presse britannique les pressions de Gazprom. En parallèle, Arsène Wenger finit par reconsidérer sa décision. Si la somme n'est pas déraisonnable, Arshavin signera pour Arsenal. David Dean, l'ancien directeur sportif des Gunners, est lui-même réquisitionné pour réaliser l'opération. Le dirigeant anglais a la particularité d'entretenir quelques bonnes relations avec l'un des investisseurs du Zénith. Malgré quelques ultimes résistances en provenance de Russie, un accord à plus ou moins 20 millions d'euros est finalement trouvé, à quelques heures de la fin du mercato hivernal 2009. Pour la petite histoire, peu avant la finalisation du transfert, lors de leur toute première rencontre, Arsène Wenger prendra la peine de poser une question rituelle à son futur joueur. Où est-ce que tu veux jouer sur le terrain ? Numéro 10. Une question piège en réalité, car immédiatement après la réponse d'Arshavin, le coach d'Arsenal lui dévoilera la réponse qui était attendue. Mauvaise réponse, lui lance-t-il. Un bon joueur peut jouer n'importe où.